Développer une Shelby Cobra 2.0. Vous avez bien compris, 8,3 litres, c'est le moteur le plus gros qu'on a essayé sur CarPop. C'est la première fois qu'une voiture me fait pleurer. Parce que c'est exactement comme dans mes rêves. Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui je réalise un rêve de petit cul, la Dodge Viper SRT10 2003. Donc, c'est quoi l'histoire de cette voiture-là? Ben, à la fin des années 80, Dodge et Chrysler ont été sauvés de la faillite par la fameuse K-Car, une plateforme modulable de voitures traction avant économique qui leur a permis de rester à flot et de générer énormément d'argent. Par contre, leur image en a souffert. Bob Lutz, CEO de Chrysler, est conscient de la situation et veut rehausser l'image de Chrysler et propose à un de ses designers de développer une Shelby Cobra 2.0. Il faut comprendre que Bob Lutz est un fan de la Shelby Cobra et à l'époque, même s'il est CEO chez Chrysler, il vient travailler à tous les matins avec sa Shelby Cobra. Donc imaginez-vous une voiture motorisée par Ford qui arrive chez Dodge. Et donc on va présenter une maquette d'argile en 89 à Lee Iacocca, c'est dur à dire comme nom, qui lui dans le fond est le président de Chrysler Jeep Dodge à l'époque. Lee Iacocca ne sera pas d'accord avec l'idée, mais son conseiller va le pousser à aller de l'avant et on va débloquer un budget de 70 millions de dollars US pour développer la voiture. 70 millions de dollars US à l'époque, c'est pas beaucoup. On rassemble une équipe de 85 ingénieurs. Pour vous donner une idée, à l'époque, c'est entre 300 et 1000 ingénieurs qui travaillent par voiture. Là, on n'en a que 85 et on va commencer à développer la voiture. On va faire des prototypes avec des V8 et des V10 de nouvelle génération qui s'en viennent chez Chrysler et on réalise que le V10 est le plus approprié, mais le V10 est en acier et donc on va faire appel à Lamborghini qui à l'époque était propriété de Chrysler Jeep Dodge pour développer un moteur V10 en aluminium. Donc ceux qui pensent que le moteur du Dodge Ram 2500 HD, le V10 à essence, est en fait le même moteur que la Viper, ce n'est pas vrai. C'est un moteur qui a été complètement refait par Lamborghini en aluminium. Il n'y a presque aucun lien entre les pièces, mis à part les bielles et les pistons. Et même là, les bielles sont renforcées dans la Viper et les pistons ont un autre taux de compression. Bref, donc on va développer un nouveau V10 en aluminium exclusivement pour la Viper. On va développer un châssis tubulaire. Vous avez bien compris, tubulaire, comme la Shelby Cobra. Et on va annoncer la voiture fin 91 pour début 92 où on va commencer les livraisons. La Viper va connaître un assez bon succès malgré son côté archaïque. On n'avait même pas de serrure pour les portes, on avait juste une radio, pas d'air climatisé, pas de fenêtre, pas de toit. Vous avez bien compris, pas de toit. Et va surtout rehausser l'image de Chrysler et va avoir plus de succès que bien d'autres modèles que Lee Iacocca va avoir proposé au même moment. Peu de temps après sa commercialisation, l'idée principale de la Viper, c'était d'aller courser et la Viper s'en va courser contre des rivales européennes et va leur donner un sacré bon fil à retordre et va gagner de nombreuses courses d'endurance et de championnats de touring. Bref, la Viper va avoir un énorme succès en course. En 96, on va avoir une mise à jour de la Viper où on va ajouter des choses comme des serrures de porte, l'air climatisé et un toit pour les versions décapotables. Il va aussi avoir une version coupée et ça va devenir une voiture très emblématique. Et dès 2002, on annonce la deuxième génération prévue pour 2003 de la Viper, que voici la Dodge Viper SRT10. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour de la Viper SRT10. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. On va aller en essai routier et finalement, on va parler prix. J'ai emprunté cette Viper à un de mes abonnés et si vous voulez me laisser essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel dans la description ou via notre page Facebook. Pas besoin que ce soit un véhicule neuf. Vous avez une Porsche 911, la chaîne manque cruellement de Porsche 911, donc écrivez-nous. On attend de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. Alors que ses compétitrices adoptaient des lignes souples et arrondies qui favorisaient l'aérodynamisme, la Dodge Viper a plutôt un look « je vais t'arracher une jambe ».
Et c'est le genre de voiture que c'est ça, arracher une jambe. À l'avant, on a un très petit pare-brise avec un énorme capot qui finit plus avec des trappes d'air dedans pour refroidir l'énorme moteur. On a aussi une grosse trappe d'air à l'avant du moteur pour alimenter celui-ci en air. On a des ailes bombées qui rappellent un peu celles de la Corvette, donc des ailes qui s'en viennent ici et qui nous montrent où est-ce que notre roue est et qui vient donner vraiment beaucoup de look à la voiture. Les phares avant sont extrêmement agressifs. La voiture, elle a l'air vraiment fâchée. Et on a notre logo Viper à l'avant qui nous rappelle que c'est une Viper. Le pare-choc a la même calandre que les produits Chrysler Jeep Dodge de l'époque, mais un look beaucoup plus agressif sur ce produit-là que les produits Dodge. Et on a aussi des phares anti-brouillard intégrés à celui-ci. Mais comme on peut voir, c'est une ligne qui est assez simpliste et assez élégante et qui a l'air encore agressive aujourd'hui. C'est une voiture qui vieillit très bien. Avant de commencer le côté, on a un dirigeable Goodyear. C'est la première fois que je vois un dirigeable de ma vie, c'est malade. Sur le côté, on a un profil très agressif encore une fois. Comme j'ai dit, le capot est très long, l'arrière est très court et on est assis au centre arrière du véhicule. On a une énorme trappe d'air fonctionnelle pour faire sortir la chaleur du moteur encore une fois. On a de petits miroirs qui sont exclusifs à la Viper. On a notre toit qui est très bas. Dans notre cas ici, elle est décapotable. En 2003, elle était seulement décapotable. En 2006, on assiste au retour du coupé. La poignée de botte est dissimulée ici et on voit qu'on a un gros pilier écrit Viper SRT10 dessus. Et pourquoi j'en parle? C'est à cause des échappements latéraux qui sont juste ici. Ils passent dans ce pilier-là et le pilier devient très chaud. Donc, il faut faire excessivement attention quand on embarque et débarque de cette voiture-là parce qu'on peut se brûler les mollets. C'est une voiture qui est très dangereuse, même lorsqu'on embarque dedans. Parlons pneus roues. Tout d'abord, les roues étaient seulement offertes chromées jusqu'en 2006 sur la Viper. Donc, on avait seulement des roues chromées sur cette génération de Viper-là jusqu'en 2006. Et vous remarquez qu'il y a 6 noix de roue qui tiennent la roue. Pourquoi 6? C'est parce que Dodge voulait que sa voiture soit excessivement fiable et robuste sur la piste. Et en mettant un porte-moyeu avec 6 noix de roue, oui, on augmente la masse rotative, mais on vient augmenter la fiabilité du véhicule. On a des porte-moyeux qui sont beaucoup plus solides et qui ne briseront pas sur la piste, surtout à la quantité de coupe que cette voiture-là est capable de produire. Côté pneus, 275 30 R18 à l'avant, 345 30 R19 à l'arrière, des pneus excessivement large. Ça coûte environ 2500 $ à remplacer et on a un problème en ce moment. Les pneus 275 30 R18, ça ne se fait très peu en pneus de très haute performance. Donc, on a des pneus de voiture sport à l'avant et des pneus de haute performance à l'arrière. On a des Michelin Pilot Sport 4S en avant et Super Sport à l'arrière. À l'arrière de la Dodge Viper, on a des énormes phares arrière avec une ligne ici blanche. Cette ligne blanche-là, c'est les feux de reculons. On a un énorme pare-choc arrière écrit Dodge Viper qui vient vraiment donner un look musclé à l'arrière. Et on a un diffuseur arrière sous le pare-choc et il est fonctionnel. Donc, la voiture crée de l'effet de sol avec le diffuseur arrière lorsqu'elle va à grande vitesse. Parlons espace cargo. Pour ouvrir, on appuie ça sur un bouton sur l'attelé ou sinon, on utilise la serrure. Et on a une énorme trappe qui est très lourde, mais comme vous voyez, on a un petit espace cargo. On a environ 130 litres d'espace cargo. C'est assez juste, mais c'est quand même suffisant pour faire des voyages, mettre notre épicerie ou quoi que ce soit. Donc, c'est un espace cargo fonctionnel. Aucun tapis, tout en fibre de verre. C'est très rudimentaire comme espace cargo, mais ça fonctionne. La présentation intérieure est minimaliste. La qualité des matériaux est pas très bonne et la qualité d'assemblage est très rudimentaire. C'était pas le but. Le but de la Viper, c'était d'offrir des performances et des performances, rien d'autre. Donc, on a vraiment un intérieur rudimentaire avec des morceaux de véhicules Dodge entrée de gamme de l'époque. Pour ouvrir le toit, on vient ici. Ça va prendre 2 mains. Ça va prendre 2 mains, je m'excuse. Voilà. Donc, on l'ouvre, on le descend. Il faut absolument avoir l'espace cargo d'ouvert. Et voilà, manuellement. Et ensuite, on ferme l'espace cargo. Pour remettre le toit, on vient ici. On a un petit loquet en dessous. On vient pousser vers le bas pour débarrer le toit. Et voilà. Et ensuite, on le ramène. On retourne à l'intérieur. Et on vient pousser et l'amener à notre crochet qui vient le tenir en place. Notre panneau de porte n'a rien. Je vais l'ouvrir à nouveau.
Maudit bruit, je suis plus capable. On a une poignée en métal, on a cette poignée ici, et sinon c'est juste du petit plastique de mauvaise qualité. Également, les boutons pour les rétroviseurs proviennent directement d'une Dodge Caravan. Pour ouvrir vos fenêtres, c'est des boutons au centre et c'est les mêmes boutons que le PT Cruiser qui n'ont aucun dessin dessus. Pourquoi? Parce qu'on utilise les mêmes boutons que pour barrer les portes. Donc, on réutilisait les mêmes boutons à l'époque chez Chrysler partout et on mettait aucune indication. Devant soi, on a nos cadrans Viper, comme vous pouvez voir, avec notre speedomètre qui monte jusqu'à 220 000 à l'heure, environ 340 km/h. Et on voit que c'est pas une voiture qui veut niaiser. Il est également écrit de mettre de l'essence super dans le coin. Au centre, on a toutes nos indications de température. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, c'est une voiture qui est faite pour aller sur la piste. Donc, résultat, on a tout ça ici pour nous indiquer ce qui se passe avec la voiture. Et sinon, notre planche de bord est en plastique de mauvaise qualité qui a été vissé. Écoutez ça, c'est vraiment pas bon. Et notre tableau de bord aussi, c'est vraiment plastique de mauvaise qualité. Radio d'origine ici, c'est la même radio qu'une Dodge Caravan 2002, mesdames et messieurs, donc rien d'impressionnant là. Lecteur CD également, tout vient d'une Dodge Caravan. On l'avait aussi dans la Dodge SRT4 d'origine. Et les contrôles climatisés, hyper faciles à utiliser, hyper visibles. Malgré le fait qu'ils soient bas dans l'auto, ils sont quand même hauts. Donc quand je regarde, je vois très bien. C'est ici que sont mes contrôles de climatisation qui sortent encore une fois d'une Dodge Caravan. La position du levier de vitesse par contre est excellente. La position du volant aussi. On a notre frein à main, on a un espace de rangement ici avec des CD dans le cas présent. Et le système de son joue quand même relativement bien, c'est assez surprenant. Je m'attendais à pire. Sinon, les bancs sont magnifiques, des sièges de type baquet dans lesquels on peut mettre des ceintures de sécurité de course et ils sont non ajustables, donc c'est la position que vous avez. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ajuster votre pédalier. Le volant également s'ajuste, le pédalier s'ajuste, mais le siège ne bouge pas. Pour démarrer le moteur, on a un bouton ici pour le démarrer. Donc on vient mettre la clé dans l'ignition, on tourne la clé et ensuite on appuie sur le bouton. Pour l'éteindre, on fait juste tout simplement tourner la clé. Donc un peu comme la S2000 et cette voiture-là a une vibe d'S2000, sincèrement. Pour débarquer, je vous rappelle que je mesure 6 pieds. Je vais tuer le son à chaque fois que tu ouvres une porte dans ce véhicule-là. On remarque ici qu'on a plusieurs mises en garde. Tout d'abord, this vehicle may include mercury added device. Donc, il peut y avoir des objets qui ont du mercure dedans, tels que les lecteurs vidéo dans les bancs arrière. Voici vos bancs arrière. Le système de navigation, il n'y en a pas. Et les lumières HD, ça on en a dans le véhicule. Et évidemment ici, évitez le contact avec cette zone parce que notre échappement est ici. Et donc on peut se brûler. Donc pour débarquer, la porte ouvre pas plus grand que ça. Il faut vraiment que je vienne mettre mon pied en dehors et que je me pousse. Pour débarquer, c'est vraiment élégant. Pour ouvrir le capot sur une Viper, c'est ici. Et voilà. Sous le capot de la Dodge Viper, on trouve cet énorme moteur. C'est un V10. 8,3 litres. Vous avez bien compris, 8,3 litres, c'est le moteur le plus gros qu'on a essayé sur CarPop. C'est 505 pouces cubes. Il produit 500 chevaux et 525 livres-pieds de couple. Là, vous allez me dire, 8,3 litres, 500 chevaux, c'est pas super. Je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer à quel point ce moteur-là est incroyable, malgré le fait qu'il soit énorme et qu'il produit peu de puissance. C'est un moteur qui a énormément d'endurance et qui a une consommation de carburant très modérée en course automobile. Donc, il est idéal pour la course d'endurance. On remarque l'énorme entrée d'air à l'avant du moteur. On remarque la facilité d'accès à toutes les composantes en dessous de ce capot-là. L'énorme durite également pour amener du liquide de refroidissement à cet énorme moteur. Bref, c'est un compartiment moteur assez impressionnant, merci. Une seule transmission offerte, manuel à 6 rapports, pas d'automatique, pas de DSG, peu importe. Manuel, 6 rapports, seule transmission offerte. Suspension indépendante multibras avant et arrière. On a également des énormes freins à disque aux 4 roues, mais quand je dis énorme, les freins sont gigantesques, encore une fois pour avoir le plus d'endurance possible sur la piste. Et on a un poids avec un réservoir de carburant plein, la voiture en état de marche et le maximum de poids que la voiture peut prendre de 1788 kg, dont 957 se retrouvent à l'arrière, 812 à l'avant. Malgré cet énorme moteur, il y a plus de poids sur l'essieu arrière sur une Viper. Très impressionnant. Il faut aussi parler de la réputation de cette voiture-là. Beaucoup de morts au volant de cette voiture-là, beaucoup de modèles accidentés. Il y en a qui disent que 70% des Vipers qui ont été impliqués dans un incident. Les raisons
2003, on a seulement l'ABS. C'était pas obligatoire d'avoir un anti-patinage, donc Dodge n'en a pas mis, ni de contrôle de stabilité. Seulement l'ABS parce que c'était obligatoire. Les précédentes Viper avaient même pas d'ABS. Également, les pneus larges à l'arrière, c'est un net avantage lorsque l'asphalte est sec. Si vous frappez du sable ou de l'eau sur l'eau, cette voiture-là est très dangereuse parce que les pneus sont tellement larges qu'elles ne mettent pas assez de poids. La voiture aquaplane extrêmement facilement, d'où une des raisons pourquoi il y a autant d'accidents avec une Dodge Viper. Sur ce, malgré ces dangers et ces nombreuses étiquettes avertissements dans le véhicule, j'ai vraiment hâte de conduire cette voiture-là. Ça fait partie de mon top 3. C'est une voiture qui a changé ma perception de la voiture sport. Quand j'étais plus jeune, je pensais juste au nombre. J'étais là, oh, la voiture la plus vite, nanana. Alors, résultat, je tripais sur la Nissan GT-R. Et c'est lorsque j'ai mis mon derrière dans une Viper que j'ai compris c'est quoi une voiture sport. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette expérience-là maintenant en tant qu'adulte et de voir comment ça se comporte. Et la seule façon de le faire, c'est d'aller sur la route. Conduire la Dodge Viper. Tout d'abord, parlons conduite de tous les jours. J'ai pu le laisser dans un contexte urbain, j'ai pu le laisser sur l'autoroute, sur des petites routes de campagne. Donc, vie de tous les jours, visibilité d'abord, le long capot devant époustouflant. Sur les côtés, ça va. Angle mort, on oublie ça quand on a le toit. À l'arrière aussi, la visibilité est terrible. Sauf que là, on n'a pas le toit. Donc on voit relativement bien. Mais encore là, il faut se soulever la tête pour regarder à l'arrière ou faire notre angle mort. Donc, il faut faire attention. Ensuite, insonorisation. On va faire ça simple. Il n'y en a pas. C'est réglé. Il n'y en a pas. C'est une voiture qui est assez bruyante. Merci. Et avec les échappements dans le côté, on l'entend énormément. Et c'est un côté négatif, mais aussi positif. Ensuite, utilisation de tous les jours. Le moteur a tellement de coupe. Si vous étouffez une Viper, je suis surpris. S'il y a tellement de coupe, c'est épeurant tellement qu'il y a du coupe. Ensuite, l'embrayage excessivement lourd, un des plus lourds que j'ai opéré, mais hyper communicatif. Le levier de vitesse est juste écœurant. Je dirais qu'il manque un peu de précision au centre, mais sinon, vraiment un super bon levier de vitesse, un des meilleurs qu'on a eu sur CarPop. La direction, c'est la meilleure que j'ai eue à date sur cette chaîne. Elle est lourde, on sent excessivement beaucoup la route à travers celle-ci. C'est hyper agréable la direction dans cette voiture, vraiment incroyable et on sent tout. Je le dis, c'est une des meilleures directions qu'on a eues sur CarPop, c'est pas la meilleure. Elle est en compétition avec celle de la 458 Italia. Quelle direction incroyable! Ensuite, pour suivre le trafic dans la vie de tous les jours, comme j'ai dit, il y a vraiment beaucoup de coupes. On dépasse rarement les 1500 tours minutes. Les 1500 tours. C'est incroyable comment on a du couple. En ce moment, je suis à 1500 tours minutes, je donne de l'accélérateur. Juste wow! Juste wow! La réponse de ce moteur est tout simplement impressionnante. Du couple sans arrêt. Vraiment impressionnant comme motorisation. La transmission, les vitesses sont longues. Très longues. Ce qui fait que on n'a pas besoin beaucoup de changer de vitesse parce que le moteur est confortable à peu près à tous les régimes. Si vous voulez vraiment entendre le moteur dans la vie de tous les jours, étant donné que les vitesses sont longues, là, je suis en première, je suis à 3000 tours à 40 km/h, écoutez ça. Très agréable. Sinon, vous mettez en deuxième, encore une fois, très agréable, on est rendu à 50. Mais les vitesses sont très longues et pourtant, on sent que la voiture est très à l'aise là-dedans. Niveau suspension, on a une voiture qui a beaucoup d'appui à l'arrière, mais on sent que la suspension, que c'est une voiture qui est légère sur pattes. Et donc, la voiture coopère très bien avec les nids de poules. En ce moment, je suis dans un chemin très accidenté. Je me fais pas tant brasser. C'est une suspension qui est vraiment réussie à tous les niveaux. Et un exemple de configuration de suspension, même en 2003, par rapport aux standards modernes, c'est une suspension qui se défend excessivement bien. Vraiment bien. Très bien suspendue comme voiture. Maintenant, parlons un peu plus sportif. La tenue de route. Oh! Ça me fait penser à une S2000 plus pesante. Et ça, c'est très positif. On sait exactement le niveau d'adhérence qu'on a à chaque roue. La voiture communique très bien et le freinage est d'une violence que j'ai du mal à décrire. C'est une voiture qui demeure très violente aussi, mais on sent vraiment
Oh, quelle merveille! C'est exactement ce que j'avais ressenti quand j'étais passager. On sait exactement le niveau d'adhérence qu'on a à chaque roue et on sent dans la direction exactement ce qui se passe. C'est exemplaire. Exemplaire. Et beaucoup de gens parlent du fait que la Viper est une voiture brutale. Sincèrement, je vais être méchant, mais il faut la conduire en abruti pour se casser la gueule parce qu'on a vraiment beaucoup d'adhérence et on sait exactement ce qui se passe. Il faut également savoir ce qu'on fait. C'est pas une voiture qu'on va maîtriser du jour au lendemain. Ça fait plusieurs heures que je la conduis, à peu près 1h30. Je ne la maîtrise pas et je le sais très bien. Et j'ai même pas encore osé mettre le pied au fond parce que c'est une voiture qui est vraiment sauvage, mais en même temps qui nous le fait savoir et qui nous fait savoir ce qui se passe. C'est incroyable. C'est la première fois qu'une voiture me fait pleurer. Parce que c'est exactement comme dans mes rêves. Maintenant, on va réveiller la bête. On va l'essayer. On va faire une accélération. J'ai l'ai mis aux 3/4 de la pédale à date. Et c'est mon goal. C'est mon goal. Donc c'est parti, on est en deuxième. Oh mon Dieu! On sent la voiture squatter, mettre tout son poids sur l'essieu arrière et se slingshotter. C'est vraiment comme la S2000 mélangé avec Hugo Girard. Ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller vite pour s'amuser avec la Viper. On a juste à rouler à une vitesse normale, pousser un petit peu le moteur, on l'entend un petit peu. On le sait qu'on a un monstre, ça nous excite déjà. Ça nous excite, ça nous excite. On roule à une vitesse normale de Miata dans une chemin de campagne ou de S2000 et on a un gros fun noir. Et quand on embarque dessus, c'est un slingshot. Cette chaîne-là existe à cause de cette voiture-là. Cette voiture a complètement changé ma vie. Puis mon but, c'est de vous partager c'est quoi le plaisir d'une voiture sport, de vous partager c'est quoi l'expérience. Et là, je revis ça 15 ans plus tard. Je suis bouche bée. Pour moi, c'est ça une voiture sport. C'est des sensations mur à mur et rien d'autre. Je vais la comparer à la Corvette parce que la Corvette, c'est probablement la voiture sport la plus accessible en ce moment. Et c'est la voiture qui a le plus de gens embarqués. Et c'est la grosse compétitrice de la Viper, entre guillemets, parce que les deux sont américaines. Mais la Corvette, c'est une voiture très civilisée qui, quand vous y en demandez, elle performe. Ça, c'est tout le temps en train de vous le dire. Je suis une voiture de performance. Je suis une voiture de performance, mais d'une façon excitante et brutale. J'adore. J'adore. C'est tout le temps en train de vous le rappeler. Et au moment que vous tapez dedans, ça n'a aucun bon sens. Pour vous donner une idée du coup, je vais retaper dedans en troisième à 50 km/h. Et ça me colle dans le banc. C'est un monstre. C'est un monstre. Mais qu'on peut utiliser avec des baguettes. J'adore. J'adore. Je me tente pas de cette petite route-là. Je roule 50 à la limite de vitesse dans cette route-là et j'ai un plaisir fou, un plaisir noir, comme dans une Miata, comme dans une S2000, un plaisir que j'ai pas toujours. Par exemple, dans une Corvette à 50, on s'ennuie. Dans une Viper, on a le gros sourire fendu jusqu'aux oreilles. Dans une Ferrari aussi. Mais la Ferrari, elle fait en finesse, en finition et un équilibre. Tandis que la Viper, c'est juste une grosse brute qui vous tape sa tête. J'aime ça, j'aime ça. On entend le différentiel, il est très violent. Il l'embarque et il débarque. C'est un différentiel à glissement limité, donc on l'entend cogner en arrière. On roule à basse vitesse, la voiture vibre à une lumière, on s'arrête au stop, comme un vieux muscle car, ça vibre, ça shake, on sent tout. Mais c'est tellement agréable. Vous n'aurez pas ce feeling-là dans une Mustang non plus. Ça prend une vieille Mustang à avoir ce feeling-là. La réponse du moteur, regardez ça, hop, hop, en troisième, boum, tellement de coupe. On a remplacé la réponse, les petits moteurs qui répondent vite, par une quantité phénoménale de couple. Wow! Oh, c'est peurant!
faut faire attention quand vous appuyez sur la clutch et vous relâchez l'accélérateur parce qu'il y a tellement de couple que la voiture elle travaille et quand vous relâchez la pression, oups, on sent que l'arrière devenir léger. Mais il y a du couple! J'ai jamais vu ça! Je suis pas mal sûr que ça avance autant que la 458 où on perd du temps avec la transition manuelle. Ça avance! Oh, ça pousse! Ça pousse! Croyez-moi, une Corvette, c'est pas aussi excitant que ça. Il n'y a pas ce feeling de coupe ravageur-là. Même une C7 Z06, c'est pas aussi violent que ça. C'est tellement fou! Puis vous êtes des malades de mettre des turbos là-dessus? Vous êtes des sales malades? Oh mon Dieu! Ça accélère autant que ça boit. En conclusion, la Viper, c'est un diamant brut. Les gens ne comprennent pas cette voiture-là tant qu'ils l'ont pas essayé, tant qu'ils n'ont pas embarqué dedans. C'est une voiture qui impressionne à tous les niveaux, qui malgré ses 22 ans d'âge en ce moment, est encore hyper compétente et performante aujourd'hui et surtout qui nous met un énorme sourire. Merci à son propriétaire. C'est la plus belle expérience automobile que j'ai eue à date. C'est juste un gros coup de poing d'en face. Trippant. Maintenant, parlons prix. C'était pas un essai routier aussi professionnel qu'à l'habitude. C'est une voiture, comme j'ai dit, qui a une grande importance pour moi et c'est venu chercher mes sentiments. Mais c'est aussi une voiture qui a beaucoup à offrir en termes d'expérience de conduite. Vous avez vu, j'ai plein de choses à dire sur cette voiture-là parce qu'on sait exactement tout ce qui se passe à un niveau qu'on n'a à peu près pas eu sur la chaîne. La voiture qui s'en rapproche le plus en termes de communication et d'impression, je dirais que c'est le Factory 5 818 qui est carrément une voiture de course adaptée pour la route. Vous avez vu, ça a été vraiment toute une expérience et franchement, vous allez voir, pour le prix, c'est vraiment incroyable. Par contre, une des raisons pourquoi les prix vont être relativement abordables, c'est qu'il y a des difficultés à avoir certaines pièces. Chrysler, Jeep, Dodge, Mopar, en gros, ont arrêté de produire certaines pièces pour le véhicule et donc certaines pièces sont très difficiles à obtenir, voire impossibles. Donc, on commence à avoir des solutions d'après-marché à plusieurs endroits, entre autres, par exemple, les amortisseurs. Lorsque les amortisseurs sont finis sur ce véhicule-là, ils n'en fabriquent plus. Donc, les gens se tournent vers H&R qui fabrique dans le fond un kit de suspension ajustable pour le véhicule et qui apparemment vient grandement améliorer la tenue de route du véhicule une fois bien calibré, ce qui est assez impressionnant. H&R fournit même des spécifications de calibration, donc très intéressant. Mais c'est ça, Mopar a arrêté de produire beaucoup de pièces pour le véhicule. On ne peut plus avoir de filtre à l'huile au concessionnaire pour vous donner un exemple. Donc, si vous voulez changer l'huile, il faut que vous ayez dans l'après-marché. Heureusement, comme j'ai dit, il y a plusieurs pièces d'après-marché disponibles pour ce véhicule. Pour une Dodge Viper battée, donc qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être restaurée ou réparée, vous allez payer environ 20 000. Encore là, une accidentée, vous pouvez peut-être même payer 15 voire 10 000 mais j'ai mis environ 20 000. Ça dépend de la situation de l'auto. Est-ce que ça vaut la peine d'être restauré? Ça dépend de l'état de la mécanique. Si la mécanique est en bon état, je vous dirais oui. Sinon, ça peut monter le prix très rapidement de la restauration et donc je ferai très attention. Missile, donc en mauvais état, qui roule encore, mais qui a besoin d'amour, 30 000. Encore une fois, faites attention à ce qui est défectueux. Ça peut être des petites affaires qui sont assez simplistes, mais ça peut être aussi des problèmes majeurs. Donc, il faut faire très attention avec Missile. Usure normale, 40 à 60 000. Donc, des voitures qui ont une usure normale ou qui ont beaucoup de kilomètres. Il y en a une qui a passé récemment en vente dans mon coin en plus. Elle avait 104 000 kilos. C'est probablement une des Viper avec le plus de kilométrage au monde. Et elle était 40 000 canadiens. J'étais comme, est-ce que je vends ma maison? Mais c'est ça, 40 à 60 000. Bien maintenu, c'est ce qu'on avait à l'essai. 50 à 70 000 $. Donc, bien maintenu, très intéressant. Faites attention aux Viper qui n'ont pas beaucoup de kilométrage. J'en ai vu beaucoup. Comme j'ai dit, c'est une voiture que j'aime énormément. C'est dans mon top 3. C'est ma troisième sur ma liste. Et j'ai vraiment étudié, regardé le marché. Et il faut faire excessivement attention. Il y en a qui ont des mauvais pneus dessus. Ça peut être des pneus de mauvaise qualité, exemple des pneus chinois, des pneus d'origine, des pneus qui ont 10-15 ans. Je n'ai vu une à une exposition l'autre jour, elle avait des pneus, je pense, qui avaient 15 ans. C'est hyper dangereux, cette voiture-là, avec des mauvais pneus. Tu ne veux pas ne pas avoir d'adhérence, il n'y a pas d'antipatinage, donc
surveillez les pneus si vous magasinez une Viper. Si le propriétaire ne s'est pas occupé des pneus, ça veut dire deux choses. Premièrement, c'est un argument de négociation majeur. Tu veux des bons pneus sur une Viper. Deuxièmement, ça veut peut-être dire aussi qu'est-ce que le propriétaire a fait avec le véhicule. S'il a mis des pneus de mauvaise qualité, c'est soit qu'il se fout de l'entretien du véhicule ou qu'il s'en sert juste pour faire des balades et présenter le véhicule, faire en bon français son show-off, se promener sur les rues principales des villes et montrer le véhicule, faire de l'exposition. Faites bien attention. Collection 70 à 100 000, est-ce que ça va être une voiture de collection? Je pense pas que la première génération, la version 0.1 comme on avait à l'essai de la deuxième génération, va être une voiture de collection parce qu'il n'y a pas eu vraiment de version spéciale. Dans la version 2.0 de cette génération-là, on a vu apparaître premièrement un moteur beaucoup plus puissant avec 100 chevaux de plus. On a vu apparaître les ACR, les versions voix, les versions time attack, etc., etc. Et je crois que ça va jouer pour les modèles de collection, mais qu'à cause de tout ça, de 2003 à 2006, ça ne sera pas vraiment une voiture de collection. 70 à 100 000, donc pas de kilométrage, probablement les pneus d'origine. Moi, je ne toucherais pas à ça, j'irais plus pour une bien maintenue ou une usure normale. Et si vous voulez vraiment une version de collection, j'irais pour l'évolution de la Viper qui est arrivée en 2006, ou j'irais pour la dernière génération, ou les premières, mais j'irais pas dans la 2003 à 2006 pour tout ce qui est collection. Mon verdict final de la Dodge Viper, la Viper, c'est un taureau qu'on a élevé pour faire de l'équitation. C'est une machine qui est docile, qui est utilisable, mais qu'il faut savoir ce que l'on fait et qui est terriblement excitante. Vraiment! À un niveau que je ne m'attendais pas. Moi, quand je suis arrivé cette journée-là, mon baromètre était là et elle a terminé là. C'est une voiture qui est remplie d'émotions. Vous l'avez vu, ça me fait pleurer. Et apparemment que je suis pas le seul qui pleure quand il essaie une Viper. Son propriétaire me dit qu'il avait pleuré la première fois qu'il l'avait vraiment essayé. Et je suis pas le seul. Il y en a plusieurs dans les clubs de Viper qui pleurent parce que c'est une voiture qui donne énormément d'émotions, qui est enragé, mais qui en même temps colle et qui nous donne vraiment beaucoup de sensations à un niveau que j'ai jamais vu. Donc vraiment, la Viper, une voiture incroyable. Je vous le recommande fortement, surtout à cette échelle de prix-là, mais préparez-vous à magasiner certaines pièces. Ça ne sera pas toujours facile d'avoir des pièces pour ce véhicule-là. Il faut être quelqu'un qui est fan de voiture à la base et qui aime vraiment les grosses expériences de conduite. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui voudrait avoir une voiture sport pour s'amuser seulement, je vous enverrai plus vers une Corvette. La Viper est probablement trop radicale pour vous.